Doucement, doucement. Baissez-vous, cachez-vous là-bas. Tu filmes? Pourquoi tu ne filmes pas? La caméraman n'a aucune envie de filmer encore une fois. Cela a duré toute la journée. Tous les trois font 3 mètres, puis tout à coup, le présentateur plonge derrière un buisson et demande aux autres de faire de même. Sa patience commence à s'émousser, mais pas autant que celle de leur garde, car l'homme braque son fusil en grommelant en swahili. La caméraman n'aurait jamais dû accepter ce travail. Mais ils se sont trop enfoncés dans les contrées sauvages de la Tanzanie pour faire demi-tour. Ils sont arrivés en jeep aux aurores et ont commencé à marcher un peu avant le lever du soleil. La faible teinte bleue de la forêt sombre qui les entoure lui indique que le soleil doit être sur le point de se lever. Le présentateur se tourne vers elle et passe sa main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Sa peau rose a brûlé et pèle à cause du soleil. Il ressemble à s'y méprendre au flamant rose de tout à l'heure. Elle allume la LED de l'anneau de lumière. Le présentateur se racle la gorge et essuie la sueur de son front. La rumeur dit que la zone dans laquelle nous pénétrons est quadrillée par des drones militaires hautement sophistiqués. Moi-même et mon équipe risquons nos vies ici, mais il n'y a pas le choix quand on décide de vivre comme un vegan de l'extrême. Il tient à enregistrer plusieurs autres prises. À la 5e prise, la femme arrête de filmer. Ça ne vaut pas la peine d'encombrer la mémoire. Vegan de l'extrême. Qu'est-ce qu'ils vont inventer ensuite? Elle est arrivée en Tanzanie avec le rêve de travailler sur des documentaires avec un grand D. De magnifiques prises de vue des animaux les plus menacés du monde en train de se prélasser près d'un point d'eau ou de chasser pour nourrir leurs petits affamés. De vraies images, pas cette émission de télé-réalité absurde. Le présentateur a atterri la veille et a immédiatement demandé où se trouvait la chaîne de restauration rapide la plus proche, puis a piqué une colère parce que le Wi-Fi dans le hall de l'hôtel était trop faible. Aussi mauvais soit-il, il semblait au moins plutôt inoffensif. Quant à leur garde, la caméraman l'observe. L'homme ressemble plus à un voyou armé qu'à un véritable professionnel. Le studio a sûrement voulu faire des économies en l'engageant. Ils ont également dû vouloir faire des économies en l'engageant pour filmer. Elle aurait dû se méfier et refuser. Une lumière. Elle passe à travers les arbres si rapidement qu'elle les rattrape tous les trois. La caméraman se jette sur le sol juste à temps. La caméra heurte malencontreusement son épaule si fort qu'elle manque de crier. On entend un bruit de machine. La lumière balaie de part et d'autre tandis qu'ils sont tous allongés sur le sol, immobiles. Puis, aussi brusquement qu'elle est apparue, la lumière s'éloigne et le bruit s'estompe. Peut-être que ces drones ne sont pas aussi sophistiqués qu'on pourrait le croire. Le présentateur est visiblement très bouleversé. Ses yeux écarquillés scrutent les arbres au moment de se relever. Tout ça pour être un vegan de l'extrême. La caméraman regarde le garde. Un petit sourire en coin apparaît sur son visage. Elle remarque le petit pendentif autour de son cou. Un petit morceau blanc accroché à une chaîne de fabrication artisanale. Même au beau milieu de la nuit, la caméraman a filmé suffisamment d'éléphants pour reconnaître l'ivoire quand elle en voit. Le garde, ou plutôt le braconnier, croise son regard. Son sourire s'élargit. Il se met à parler en swahili à voix basse. Continuons à avancer. Armé de son fusil, le braconnier s'avance dans la même direction que le drone il y a quelques instants. La caméraman et le présentateur n'ont d'autre choix que de le suivre. Pendant un long moment, le groupe marche en silence. Le présentateur n'a pas ouvert la bouche depuis aussi longtemps depuis qu'ils ont atterri. La caméraman aurait bien profité de ce calme, de cette tranquillité, si elle n'avait pas été en proie à un sentiment de malaise. Ce drone était-il bien réel? Si oui, dans quoi sont-ils en train de pénétrer? Une sorte de site secret? Un lieu dédié à la recherche sur les OGM? Des camps de travail? Pourtant, ça ressemble à n'importe quelle autre parcelle de forêt en Tanzanie. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle parcelle. En y réfléchissant, à mesure qu'il marche, la caméraman commence à remarquer de petites différences. D'abord, de très légères différences. Trop légères pour être remarquées. Juste une impression différente. Un son étrange. Probablement que ce ne sont que des plantes. Elle n'est pas botaniste et elle ignore donc ce qu'elle voit. Mais elle a passé suffisamment de temps dans la nature pour connaître quelques plantes. Et à présent, elle en repère des nouvelles. Toutes plus étranges les unes que les autres. Un buisson avec d'énormes feuilles rouges ici. Un arbre avec de longs fruits violets là. Elle demande au présentateur ce que sont ces fruits. Il regarde l'arbre fruitier avec un air perplexe. N'est-ce pas censé être le but de ce documentaire? Explorer les coins les plus reculés du monde à la recherche d'alternatives végétaliennes. Aucune idée, mais filmons quand même. Prête? Le présentateur cueille un fruit et le place face caméra. Il s'empresse de vanter les qualités médicinales du fruit, sa teneur en fibres, en sucre et sa faible consommation d'eau. Foutaise, la caméraman lui lance un regard noir. Le présentateur retourne le fruit et se met à hurler avant de le jeter aussi loin que ses maigres bras le lui permettent. Ne perdant jamais une occasion, la caméraman fait un zoom sur le fruit qui a atterri au pied d'un arbre. Sous la peau violette, un pince-oreille rampe. Il est énorme, un peu plus de 10 cm de long à vue de nez. C'est étrange, elle jurait que c'est... Une voix les fait sursauter tous les trois. Elle surgit juste derrière eux, en haut de la colline. Le présentateur se retourne si vite qu'il tombe à la renverse.
Le caméraman braque sa caméra sur la colline et fait un focus sur la silhouette. Le braconnier retire la culasse de son fusil, le doigt déjà posé sur la gâchette. À cause de l'obscurité, ils ont du mal à distinguer ce qu'ils voient. Ce doit être un homme. Il a une voix d'homme. Et il les surplombe tous. Il doit faire près de 2 mètres de haut. Ils ne parviennent pas à distinguer une quelconque silhouette humaine. Des formes bizarres se profilent de part et d'autre. De quoi peut-il bien être fait ? La voix se fait entendre à nouveau. C'était une voix profonde, rugissante, comme un tremblement de terre provenant du fond de l'océan ou résonnant dans une forêt. On entend aussi d'autres sons, des gazouillis aigus et des grognements gutturaux. Le caméraman se tourne vers ses compagnons. De toute évidence, aucun d'entre eux ne comprend ce que dit la voix. Ce n'est ni du swahili, ni de l'anglais, ni du français, ni de l'arabe. Mais le ton de la voix est très clair. Ils ne sont pas les bienvenus. Pour la première fois, le présentateur ne sait plus quoi dire. Le braconnier place son fusil contre son épaule. Génial. Et voilà qu'elle doit faire le sale boulot. La caméraman pose sa caméra au sol, met les mains en l'air et s'approche de la silhouette prudemment. Le soleil apparaît à l'horizon. Dans quelques instants, elle découvrira cet inconnu. En swahili, elle explique qu'il s'agit d'une équipe de tournage venue réaliser un documentaire. Ils ne veulent pas faire de mal et perturberont le moins possible l'environnement. La créature ne semble pas comprendre et répète ce qu'elle a dit auparavant. Et cela ressemble à un ordre. La caméraman se tourne désemparée vers ses compagnons, juste à temps pour voir une petite ombre se précipiter sur eux. Elle court à 4 pattes, à une vitesse incroyable. Sans tenir compte du braconnier et du présentateur, elle attrape sa caméra et la lance en direction d'un arbre. Elle s'écrase contre le bois et tombe au sol en morceaux. Le soleil déchire l'horizon, inondant la vallée de lumière. La caméraman se retourne et aperçoit la silhouette en haut de la colline. C'est un homme, n'est-ce pas ? Mesurant environ 2 mètres, l'homme est orné de fleurs et de champignons. Des crânes et des peaux d'animaux pendent de ses épaules, et il a de la peinture sur son visage avec des motifs ancestraux. Des cornes de buffle africains se dressent fièrement sur sa tête, mettant en valeur une coiffure florale imposante. Mais elle n'a qu'un aperçu. Le personnage finit par disparaître. Une délicieuse odeur parfumée lui parvient de l'endroit où il se tenait il y a un instant. « Où est-il passé ?» s'écrie le présentateur. La caméraman lit sur le visage de l'homme quelque chose de grave. Il a trouvé son histoire, mais elle ignore encore de quoi il s'agit. Le braconnier a également un sourire en coin. Il regarde le fruit violet qui a été jeté plus tôt. Il regarde le pince-oreille qui rampe encore autour. Elle suit son regard et cela confirme ses soupçons. C'est un pince-oreille de Sainte-Hélène, c'est sûr. Il a été éradiqué en 1967. Le présentateur est déjà en train de s'éloigner, plus loin dans la vallée. Le braconnier prend son fusil et le suit, sans même jeter un regard à la caméraman. Elle s'approche de sa caméra cassée et s'agenouille. Aucun espoir. Elle récupère la carte SD et la met dans sa poche. Que pouvait bien être cette créature qui a fait en sorte qu'elle la jette sur l'arbre ? Une sorte de singe ? Le présentateur l'appelle. « Oublie la caméra, j'en ai une autre dans ma poche. Ça aura l'air plus authentique comme ça. » Au fur et à mesure qu'ils marchent, ils aperçoivent de plus en plus d'animaux sauvages. Aux premières lueurs de l'aube, divers animaux se lèvent et se promènent au milieu des arbres. D'abord de petites créatures, des geckos, des tortues, des insectes. Mais très vite, ils aperçoivent des gazelles, une famille d'oryx et même un hippopotame au loin. Mais tous ces animaux ont une chose en commun. Ils ont tous été déclarés espèces disparues depuis des années, voire des siècles. La caméraman ne dit pas un mot. Elle ne veut surtout pas que le braconnier le sache. Cependant, sa démarche suggère qu'il va bientôt le découvrir. Tout à coup, la forêt s'ouvre sur un point d'eau de la taille d'un lac. Les animaux de toutes sortes volent, nagent, se baignent, boivent et batifolent au petit matin. Il y a des perruches, des rhinocéros qui se prélassent dans les eaux peu profondes. Des dodos passent devant eux pour rejoindre leurs amis. C'est presque comme dans une sorte de rêve. Le présentateur a fini par comprendre. Il se tourne vers ses compagnons, les yeux écarquillés, prêt à dire quelque chose, puis il se fige. Il fixe quelque chose derrière eux. Une ombre plane au-dessus d'eux. La caméraman se retourne et découvre un éléphant. Blanc comme la neige, aux yeux ronds et roses. Il semble vieux et ridé. Il est énorme, incroyablement grand. Il dépasse de plusieurs tonnes tous les éléphants mâles qu'elle a déjà filmés. Ce géant marche lentement d'un pas lourd vers eux. Il est si proche qu'elle peut presque le toucher. Elle en a tellement envie. Seulement, elle sait aussi qu'il ne faut pas perturber la nature. L'éléphant passe et finit par disparaître dans les bois. Elle regarde ses compagnons avec excitation. Le braconnier a une petite étincelle dans le regard, et le présentateur s'éloigne à toute vitesse vers le bord de l'eau. Elle le suit du regard. Là, sur la rive, est agenouillé l'homme majestueux qu'ils avaient croisé précédemment. Il est à côté d'un bouquetin haletant et souffrant. L'animal est sur le flanc, le ventre gonflé, et son sang se mélange à l'eau du lac. La caméraman s'approche et regarde l'homme caresser doucement le flanc de l'animal. Il passe sa main colorée sur la croupe de l'animal et fait naître un bébé, sans le moindre effort. Un autre voit également le jour quelques instants plus tard. Il prend les petits bouquetins et se dirige vers l'eau.
Il les lave délicatement avant de les confier à leur mère sur le rivage. Le présentateur l'interpelle en levant la main, en signe de salutation. « Monsieur, voudriez-vous m'accorder une brève interview ? C'est pour un documentaire télévisé intitulé « Vegan de l'extrême ». L'homme se lève et se tourne vers eux avec une certaine méfiance. Ils sont tous les deux devant lui, séparés de quelques mètres seulement. Des animaux disparus chahutent tout autour d'eux. Afin de maintenir un tel mode de vie écologique, vous devez avoir beaucoup d'alternatives à base de plantes dans votre alimentation. Lait d'avoine, cornes, avocats. Dites-nous-en un peu plus. Comme par hasard, un buffle sort de l'eau et s'approche d'eux. L'homme se baisse sans quitter des yeux le présentateur et passe sa main sous le corps du buffle. Il recueille un peu de lait dans sa main. Il porte sa main à sa bouche et boit lentement, en fixant le présentateur. Après un certain temps, il fait couler à nouveau du lait dans sa main et la tend vers eux. Il prononce un mot de cette même voix si particulière. Mais cette fois, il est plus doux, plus chaleureux. Pas question. Savez-vous à quel point il est immoral de priver ce pauvre enfant de son lait naturel ? Dit le présentateur qui s'emporte quelque peu. L'homme l'ignore et tend sa main en direction de la caméraman. Sans hésiter, elle s'avance et se penche vers sa main. Elle boit le lait directement dans sa paume. C'est chaud, riche et épais comme de la crème. C'est absolument délicieux. Elle regarde l'homme dans les yeux. Ils sont d'un brun sombre, mais avec la lumière du matin, elle aperçoit des taches dorées, vertes, violettes et bleues. La voix de l'homme est encore plus douce lorsqu'il se remet à parler. Alaniwe. Ce doit être le nom de l'homme. Elle porte une main en direction de sa poitrine pour se présenter. Peng! Le tir retentit dans la clairière. Les animaux hurlent et se précipitent dans les arbres. Des tas d'oiseaux s'envolent. La caméraman se retourne. Le tir provenait des arbres derrière eux. Un puissant cri, plus fort et plus terrifiant que celui de n'importe quel animal, est poussé par Alaniwe. Cette fois, il ne disparaît pas comme précédemment. C'est plutôt comme s'il était enlevé. Des lianes et des racines jaillissent de la terre, s'enroulent autour de lui et pénètrent dans sa bouche et ses yeux. Il est tapé en direction du sol avec une telle force que des vaguelettes se forment sur le lac et un puissant grondement se fait entendre. Le présentateur se recroqueville au bord de l'eau. Il est sans défense. La caméraman s'enfuit dans les bois dans la direction du bruit du coup de feu. Très vite, elle l'aperçoit. L'éléphant blanc est couché sur le flanc. Du sang rouge coule à flot sur sa poitrine. Sa respiration est laborieuse et sifflante. Le braconnier est devant l'animal mourant. Il se tourne vers la caméraman avec un sourire en coin. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, une tige jaillit de sa gorge et du sang est projeté dans les airs. La caméraman regarde horrifiée la plante pousser au travers du braconnier. Des racines enserrent ses pieds et ses chevilles. La tige transperce le bas de son dos et ressort par sa gorge. Des branches se frayent un chemin à travers sa cage thoracique et ses tempes. En quelques secondes, tout est terminé. Des fleurs roses éclosent aux extrémités. Le corps du braconnier est suspendu comme une sorte d'absurde marionnette. Sans faire de bruit, Alaniwe sort des bois et passe devant la caméraman et le corps du braconnier et s'agenouille près de l'éléphant. Il pose une main sur la blessure de la créature. La caméraman observe en retenant son souffle. Il va le guérir. Elle le sent. C'est le pouvoir ultime d'Alaniwe. Il va pouvoir sauver l'éléphant, à coup sûr. Mais le sang continue de couler. La respiration de l'éléphant s'affaiblit jusqu'à ce que le silence s'installe dans la clairière. Il n'y a plus d'oiseaux qui chantent, plus de brise qui fait bruisser les arbres, plus de râles d'agonie. Seul règne le silence. Puis tout à coup, un déchirant cri se fait entendre, si puissant que la caméraman n'a jamais rien entendu de tel. Alaniwe se met à sangloter. Elle n'est plus la bienvenue ici. Elle n'est pas à sa place ici. Sans dire un mot, la caméraman se lève et remonte la colline pour quitter la vallée. Tout en marchant, elle entend des bruits de pas qui s'approchent d'elle. C'est le présentateur. Il a les bras chargés de fruits et de baies. Il est souriant et lui explique comment il va les ramener chez lui et les planter. Il va ensuite créer une chaîne de smoothies baptisée Alaniwe's. Si le premier magasin marche bien, il pourra créer des franchises, en conservant l'aspect local, mais en s'étendant à... Soudain, il s'interrompt quand une racine lui transperce la gorge. Une deuxième lui transperce la poitrine, détruisant sa caméra cachée. Adieu la chaîne de smoothies. La caméraman part sans se retourner. Elle marche tout au long du jour et de la nuit suivante. Elle arrive sur une route et s'arrête. Il y a encore quelque chose dans sa poche. Elle sort la carte SD et l'observe. En esquissant un petit sourire triste, elle la casse en deux. L'homme que vous venez de découvrir et provenant des profondeurs de la forêt tanzanienne pourrait bien ne pas être un homme du tout. On sait peu de choses sur la composition génétique du SCP-5411, également connu sous le nom d'Alaniwe. Il ressemble à un homme constitué à la fois d'éléments humains, animaux et botaniques. Les plantes et les peaux que la caméraman l'a vu porter ne sont probablement pas des vêtements, mais plutôt des parties de l'anatomie d'Alaniwe, qui poussent naturellement, lui conférant l'apparence d'un chaman. Aucune des tentatives répertoriées visant à communiquer avec Alaniwe ne s'est avérée fructueuse. Même s'il parle, sa langue demeure inconnue à ce jour. Il semble ne comprendre ni l'anglais,
ni le swahili ni l'arabe et ne semble pas désireux d'apprendre ces langues. Alaniwe est en liberté dans une zone de 35 km² dans la savane du sud de la Tanzanie. Ce site a été désigné SCP-5411-0 et une zone d'exclusion a été mise en place tout autour. Il y a des clôtures de barbelés et des drones qui patrouillent le long du périmètre. Une chèvre sacrificielle est gardée sur place en permanence, prête à être sacrifiée dans le cadre d'un rituel visant à contenir le SCP-5411. Jusqu'à présent, cependant, Alaniwe n'a constitué une menace pour personne d'autre que ceux qui perturbent le délicat écosystème dans lequel il vit. Son territoire, le SCP-5411-0, abrite un certain nombre d'espèces d'animaux africains en voie de disparition ou quasi éteintes, dont beaucoup sont originaires de différents pays du continent, comme le rhinocéros noir, le gorille, les pingouins africains et un éléphant albinos surnommé le fantôme, qui constitue un élément central du folklore local. On ne sait pas exactement comment ces animaux sont parvenus à vivre dans cette région, mais il existe un lien évident entre les soins prodigués par Alaniwe à la nature et leur survie. On a vu Alaniwe aider des animaux à mettre au monde des bébés de différentes espèces, soigner des animaux blessés et même faire repousser des prairies pour nourrir et accueillir diverses espèces. On sait que Alaniwe possède les pouvoirs de téléportation, d'intangibilité, de zoolinguisme, de florakinésie et de psychokinésie. Lorsqu'il se retrouve seul, Alaniwe utilise ses capacités pour prendre soin de son environnement naturel. Toutefois, il fait preuve d'agressivité et de détermination lorsqu'il s'agit de se débarrasser de tout ce qu'il perçoit comme une menace pour la nature. On sait qu'il peut faire apparaître et contrôler de petites créatures humanoïdes d'environ 1 mètre de haut, faites de feuillage, de bois, de boue et de roches. Ces créatures, désignées SCP-5411-1, ont un comportement basique de prédateur. Elles exécutent les ordres du SCP-5411, comme par exemple détruire l'équipement de la caméraman. Capables de courir à des vitesses allant jusqu'à 75 km/h, les 58 cas répertoriés de SCP-5411-1 doivent être traités comme hostiles dès qu'ils quittent la zone du SCP-5411-0. Cependant, un consensus semble avoir été trouvé entre les chercheurs de la Fondation et le SCP-5411. Alaniwe semble satisfait de son environnement, et le travail de préservation qu'il effectue dans cette zone s'avère très précieux pour tous ceux qui étudient le changement climatique et la préservation des écosystèmes. Tout comme dans les documentaires animaliers, il est préférable de ne pas intervenir et de laisser la nature suivre son cours. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-867, l'épicéa sanglant, pour découvrir une autre anomalie de type végétal génératrice de cauchemars. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.